Vanves, en région parisienne. Il est 16h30, c'est la sortie des classes. Luce retrouve ses 3 enfants, Joshua l'aîné, Sacha et Simon le dernier. Qui veut un goûter? On peut goûter de la soupe si tu veux, avec des légumes, des fruits. On y va. Maman a certes beaucoup d'humour, mais si les enfants sont si pressés, c'est qu'à l'intérieur de la maison, Sur manteau. il y a un véritable coffre-fort à gâteaux. Maman, regarde, ici, il y a des... Attends, n'ouvre pas tout, te précipite pas. Le butin est sur la table et tout donne envie. Les couleurs, les personnages, les formules choquent. Les enfants sont dans la partie, surtout Simon. Cool. Si t'entames ce paquet, c'est pour tout le monde. Parce... Non, moi, j'ai tout mangé. Non, c'est... Attends, combien il y en a dedans? Je sais pas, 6, 8. Mais c'est bon, ça va faire juste mon goût. Regarde. Normalement, tu dois manger 2 petits gâteaux, Non, c'est tout. un fruit, il y a d'autres choses. T'es pas obligé de te goinfrer de gâteaux. Pour Luce, les biscuits au goûter c'est pratique, mais elle doit rester vigilante. Le chocolat au lait. En quelques minutes, les enfants ont dévoré presque 2 paquets, bien plus que les 2 biscuits recommandés par la maman. Il a déjà englouti en l'espace de quelques secondes. Il y en avait combien? 6? Il y en avait 8. 8, d'accord. Je pense que ça fait beaucoup, 8. Et je partage déjà. avec Simon. Arrête, ça c'est Non, pas non, moi. non, Si t'as encore faim, tu prends un fruit Oui, j'ai encore faim. ou un yaourt. Un tout petit, un petit. C'est bon, un seul. Bon bah prends un, mais après c'est terminé. Pourquoi un seul? Parce que j'ai pas le droit de... Face aux biscuits, Luce a bien du mal à se faire respecter. C'est bon, hein. Oui. Donc on arrête, terminé. En plus il est quasiment 5h20, sinon c'est en pointillé jusqu'au dîner, c'est pas possible. Hein, stop. Et une fois qu'on a commencé, en fait, on ne peut plus s'arrêter. Et moi, je suis pareil. C'est-à-dire que je peux commencer un paquet et le finir d'un trait. Je les mange en cachette, je ne dis rien à personne, c'est la première fois que j'avoue ça. Donc, je peux manger ce paquet en une fois, devant une bonne série télévisée, une fois que tout le monde est couché. Mais il faut pas le dire, hein. Surtout silence. Vous n'avez rien entendu. Nous sommes tous la famille Béraud. Quand on a la main dans le paquet, difficile de s'arrêter. Le biscuit, c'est le péché mignon des Français. Nous en consommons en moyenne plus de 8,5 kg par an et par personne. Cela représente plus de 700 gâteaux chacun. Et les ventes ne cessent d'augmenter. Les industriels du biscuit enregistrent plus de 2,5 milliards de chiffre d'affaires par an. Dans nos rayons, l'offre explose. En une dizaine d'années, on est passé de 200 à 400 références. C'est moi, le nouveau mini-bed. Sur ce secteur ultra concurrentiel, les géants de l'agroalimentaire se mènent une guerre sans merci. Leur cible prioritaire, les enfants. Et pour cause, 9 enfants sur 10 consomment des biscuits. Tout est fait pour les attirer. Packaging, jeux ou encore personnages de dessins animés. Mais le nerf de la guerre, ce sont les ingrédients. Les industriels rivalisent d'imagination pour mettre au point la recette qui sera le mieux attisée, la gourmandise des plus petits. Seulement voilà, les compositions des biscuits sont de plus en plus complexes. Certaines étiquettes ressemblent à des lexiques de chimie. Et d'après notre enquête, plusieurs ingrédients posent question. Si vous regardez sur le paquet, il ne va pas y avoir de carré de chocolat. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas du chocolat. Alors qu'y a-t-il vraiment dans nos biscuits préférés? Les sucres et les additifs qu'ils contiennent sont-ils vraiment sans conséquence? Le fructose a une très mauvaise image par rapport au problème d'obésité principalement. C'est connu dans l'agroalimentaire que le sirop de fructose a tendance à moins bien rassasier que le glucose classique. Certaines marques proposent maintenant des produits qui se veulent plus frais, moins industriels. Moi, c'est Michel. Moi, c'est Augustin. Elles affirment n'utiliser que des ingrédients de qualité, rien d'industriel. Fabriquons des produits comme vous les faites chez vous. Alors, avec les mêmes ingrédients, donc du bon beurre, de la bonne farine, du bon sucre, des œufs. Alors comment ont-ils conquis les rayons, malgré des prix plus élevés de 20% que la concurrence? Tiennent-ils vraiment toutes leurs promesses?
Puisque les enfants sont la cible numéro 1 des fabricants de biscuits, nous avons voulu tenter une petite expérience. On commence par quoi? Si on les lâche dans le rayon, quels sont les biscuits que les enfants vont choisir spontanément? Les gâteaux. Attention, on y va. Donc vous prenez, on va prendre la réserve pour pour au moins 2 semaines. Donc vous prenez chacun 5 paquets. On y va. Joshua et Simon vont pouvoir choisir parmi 300 références différentes. Mais les 2 enfants vont se jeter sur les biscuits qui ont tous un point en commun. Et celui-là? Oui, alors ça, les cookies, j'adore. Ah si, ils adorent. Ils ne choisissent que des recettes avec du chocolat. Luce, la maman, perd totalement le contrôle. Tiens, donne. Simon, bon, ça je suis pas hyper fan. T'es sûr? Sûr? Oui. Lui, il est très beau parce qu'il y a des petits, il y a plein de décors sur ça et il y a plein de couleurs. Du chocolat et de jolis visuels. Ça laisse peu de place aux biscuits traditionnels. Tu veux pas prendre des spéculoos? Des spéculoos, c'est bon, c'est moins cher, c'est tout simple, au moins on s'en lasse pas. Sacha, prends ça. Sacha, c'est du chocolat noir ce que tu prends, je pense. Pas de chocolat, ça ne les intéresse pas. On fait très attention à ce qu'on mange sur les autres repas. Ils mangent pas trop de bonbons, il n'y a pas de soda, donc on cède sur le goûter. Bon, bah voilà. Au final, voici le caddie. Que des recettes gourmandes. Allez, en route! La démonstration est implacable. Pour les moins de 12 ans, les biscuits, c'est avant tout un prétexte à manger du chocolat. Les fabricants l'ont bien compris. Chocolat noir ou chocolat au lait, fourré, trempé ou enrobé, le choco est partout. Gare à ceux qui voudraient continuer à proposer des biscuits classiques à base de farine et de beurre. Ils seront boudés par les enfants. Alors, les biscuitiers sont prêts à aller très loin pour bousculer leurs recettes ancestrales et incorporer du chocolat partout. Son bocage, ses vaches. Bienvenue en Normandie. Nous sommes à Lonlay-l'Abbaye, connue pour son édifice religieux, mais aussi sa biscuiterie. Ici, cela fait 200 ans qu'on fabrique le biscuit traditionnel normand, le sablé au beurre. Toutes les heures, 150 000 pièces sortent de ces lignes de production. Un paquet toutes les secondes, jour et nuit. Un biscuit réputé dans toute la France et même à l'étranger. A priori, une recette immuable. Et pourtant, pour rester dans le coup, la biscuiterie a dû, il y a quelque temps, révolutionner ses petits gâteaux. À la tête de l'usine, depuis 4 générations, la même famille, les Lebaudy. Tous les matins, c'est le même rituel depuis des décennies. Il faut goûter le produit. Ils sont chauds, hein. Bien. Mesuré, prudent, Le petit côté caramélisé, assez sympathique. le père Gérard, le fils Charles, sont de vrais Normands. Voilà, voir. Ils ont un œil sur tout. Rien ne leur échappe. L'alerte a été donnée, ils ont du diamètre. Au niveau des calibres, on est dans la cible. Car la recette doit être respectée à la lettre. Pour cela, il ne faut pas lésiner sur le beurre. Il est produit à quelques kilomètres d'ici. Voilà. Le beurre d'Isigny. Il arrive en motte de 25 kilos. Impressionnant, ouais. Ouais. Le beurre, c'est la clé du succès. Moins on met de beurre, plus le biscuit est sec. Plus on met de beurre, plus la pâte est sablée. Selon les sablés que l'on fait, c'est entre 22 et 27 %. Ces sablés nature ont fait la renommée de la biscuiterie. Mais voilà, depuis quelque temps, les ventes s'essoufflent. Le produit a une image vieillissante, il n'attire pas les enfants. Alors pour relancer l'activité, les lobbies père et fils ont décidé de séduire les bambins et de tout miser sur leur ingrédient préféré, le chocolat. Ils ont imaginé un nouveau gâteau, un sablé pur beurre, mais nappé de chocolat. Ils l'ont appelé le Petit Normand. On voulait avoir un petit personnage, avoir un visuel, quelque chose de plus enfantin que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, que
que d'avoir le sablé classique, vraiment pour s'adresser aux enfants, quoi. Mais voilà, fabriquer un sablé avec du chocolat tout en restant compétitif, c'est un vrai casse-tête. Car regardez dans les rayons, les paquets de biscuits au chocolat sont tous vendus à moins de 2 €. Pas question de faire plus cher, sinon vos clients iront à la concurrence. Et le problème de nos amis normands, c'est que leurs sablés sont chers à produire. Ils n'utilisent que des produits de qualité. Alors dans la pâte, on a toujours du beurre, AOP d'Isigny, du sucre, de la farine, et on a du lait aussi. Tout est normand. Même le chocolat est transformé à côté d'ici. Bien sûr, il ne pousse pas chez nous, mais il est transformé à côté de chez nous. Mais avec ce chocolat, le risque c'est de faire exploser le prix. Parce que le chocolat aussi, c'est un ingrédient coûteux. Le nappage du petit sablé a donc demandé une mise au point extrêmement subtile. Là, c'est une étape à ne pas manquer. C'est très important. Pour mettre la bonne quantité de chocolat au millimètre près, la marque a investi dans une machine très sophistiquée. Pour le petit normand, le pourcentage maximum autorisé de chocolat a été l'objet de longs calculs. Bon, ça va, ça se passe bien, on est bien à 30% ce matin, là? Oui, là, on est bien à 30%. Et c'est sûr, c'est là-dessus qu'on calcule nos coûts de revient. Hein, et on sait que la bijouterie, c'est un métier dans lequel on n'a pas de grosses marges. Donc c'est vrai que la moindre économie à ce niveau-là, on essaie d'être à 30% au plus juste, quoi. Si on mettait 35%, on perdrait de l'argent, totalement. Étant donné que c'est le produit le plus cher dans ce biscuit-là, si on augmente le pourcentage, forcément, on va diminuer les marges. L'enjeu est tel qu'il y a même un technicien spécialiste du dosage du chocolat. C'est David. Les biscuits défilent sur cette grille qui les baigne délicatement dans un lit du précieux ingrédient. La machine peut être réglée au millimètre près. Ce sont ces rouleaux qui enlèvent une partie du chocolat après le trempage. C'est un ingrédient qui coûte cher, ouais. D'où l'intérêt de bien respecter le pourcentage. Hein. Parce que sinon, ça peut coûter cher à l'entreprise. David ne croit pas si bien dire, car la machine est capricieuse. Plusieurs fois par jour, il contrôle qu'il ne dépasse pas les 30% maximum. Pour cela, il utilise cette balance. Le calcul est simple. Au poids total, il soustrait le poids des biscuits qui, lui, ne varie pas. Donc là, pour le coup, ça fait beaucoup de chocolat. Et là, on perd vraiment de l'argent. Donc là, je revois mon réglage. On a 36% de chocolat. 36% de chocolat, c'est 6 de plus que les 30% autorisés. C'est beaucoup trop. C'est super complexe, hein. Ça paraît pas, hein. Après, vous nous troublez aussi. Là. David a réglé sa machine pour ajuster la dose de chocolat. Donc là, nous sommes à 157,5. Et là, on va voir en termes de pourcentage combien on a de mise en œuvre. Et là, vous voyez, on arrive à 30,47. Donc là, on est dans le cahier des charges. Il n'y a rien à dire. Là, on est super. L'entreprise est contente, le consommateur est content, tout le monde est content. Résultat, la production atteint 350 000 paquets par an. Et le pari est gagné, puisque le paquet de petits normands au chocolat est à moins de 2 € dans les rayons. C'est un joli succès pour la marque. L'ennui, c'est qu'ils ne sont pas seuls dans la course. Dans nos supermarchés, la petite marque normande a bien du mal à exister face aux géants du marché. Il arrive. Et de nouvelles marques, il en apparaît tout le temps. L'année dernière, Nutella a fait une entrée fracassante en lançant le premier biscuit de son histoire. Le nouveau Nutella Biredi. C'est le meilleur lancement de produit depuis le Coca Zéro, avec 33 millions de paquets vendus les 5 premiers mois. De Nutella. Et puis il y a le chocolatier Milka. En seulement 5 ans, la marque à la vache violette a réussi à imposer 11 nouveaux biscuits différents dans les linéaires. Du jamais vu. Un mot pour la caméra ? Alors nos fabricants de biscuits normands ont dû se creuser la tête pour résister à la concurrence. Et ils ont réussi un joli coup. Celui qui a eu la bonne idée, c'est le responsable de la recherche de l'usine, Stanley. Sa mission, c'était de trouver comment attirer encore plus les jeunes sur les biscuits de la maison. Et il a pensé à ça. Mon délire est parti d'un bouchon. Je voyais ma fille, donc, avec son petit ami, s'envoyer des émoticônes, des petits smileys dans tous les sens, et je trouve ça vachement sympa, vachement tendance, vachement jeune.
Et j'ai tout de suite fait l'association, je me suis dit, c'est vrai que le smiley, c'est quelque chose d'assez universel. Mais de voir ça, ça me fait plaisir de le garder. Parce que si jamais on arrive à en vendre partout dans le monde, j'aimerais le garder, ça c'est parti de là quand même. Un biscuit en forme de smiley. L'idée est validée. Mais attention, reproduire ce fameux sourire a un coût. Le smiley, c'est une marque. C'est une marque qui appartient à donc deux Français, messieurs Loufrani, auquel on reverse un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc on doit être aux alentours de 10% à peu près, plus ou moins 10%. 10% pour reproduire le smiley. Mais souvenez-vous, là encore, il ne faut pas que le paquet, au final, soit vendu plus de 2 € en magasin. Voilà. Bon. Alors il a fallu faire des économies. D'abord sur le biscuit. Tout va se jouer sur l'ingrédient le plus cher, le beurre. On aurait pu mettre du beurre d'Isigny AOP, mais en termes de... Comme c'est un biscuit qui est plutôt ciblé enfant, là on a un beurre de France, un beurre de qualité, qui est suffisant pour ce type de produit. Si on mettait du beurre d'Isigny, ça augmenterait de quoi, de 10-15% la facture? Non, c'est moindre. Ça serait autour de, grosso modo, de 2 à 3 centimes par rapport à l'unité de vente. Il n'y a pas de petites économies. Voilà. Et pour grappiller quelques centimes supplémentaires, Stanley s'attaque au chocolat. Magnifique, ça c'est du smiley. Ça c'est du beau smiley bien doré. Et là, notre responsable chocolat va aller incorporer sur ce smiley, en pied de chocolat, l'équivalent de 22% de chocolat. 22% de chocolat contre 30% dans le petit normand. C'est le seul moyen qu'a trouvé Stanley pour amortir le coût de la licence. La production a été lancée la semaine dernière. Aujourd'hui, Stanley présente pour la première fois le résultat à Gérard, le PDG. Voilà les biscuits. Ils ont également développé une gamme miniature de toutes les couleurs. Mais c'est la version chocolatée qui intéresse tout particulièrement Gérard. C'est la première fois qu'il se lance dans un tel projet. On est bien dans notre tradition sablée. J'avais peur que la finesse des dessins soit un petit peu estompée par la cuisson. Or, il n'en est rien, je dirais même au contraire, parce que comme tu l'as dit, on a ce contraste qui permet de bien reconnaître les différentes émoticônes. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Cela fait 1 an qu'il travaille sur ses nouveaux produits. 100 000 € ont été investis. Dès lors où on sort de l'aspect régional, effectivement, c'est un peu plus difficile. Et c'est la raison pour laquelle on s'appuie sur Smiley. Parce que Smiley, c'est aussi une multinationale quelque part. Une multinationale de notoriété, tout au moins. Les petits smileys au chocolat commencent à arriver dans les magasins. Ils sont vendus autour de 2 € le paquet. C'est le prix à ne pas dépasser. Et ils espèrent bien se faire une place entre les leaders du rayon biscuits. Mais la bataille sera rude, car certaines marques n'hésitent pas à séduire les gourmands en écrasant les prix. Des marques très connues qui affichent des tarifs low cost, 1,16 €, voire même moins d'1 €. Pourtant, a priori, ce sont les mêmes ingrédients, du biscuit et du chocolat. A priori. Alors, comment font-elles pour proposer des produits 2 fois moins chers? Sur quoi joue la différence de prix? Aucune de ces marques n'a accepté de nous révéler ses secrets de fabrication. Mais nous avons retrouvé un sous-traitant qui sait beaucoup de choses. Direction le sud de la France, Sophia Antipolis, près de Nice. Derrière la porte de cet atelier, 2 hommes vont tout nous dévoiler. Pour tout ce qui est matières premières, ils les ont en tout ce qui est matières premières, voilà, je lui ai envoyé la liste, je lui ai envoyé aussi les contacts pour les différents fournisseurs des petits ingrédients. Bon, Eric et Chris sont des spécialistes du biscuit bon marché. Ils travaillent notamment pour des marques de distributeurs qui leur demandent de reproduire des recettes connues. Alors, nous leur avons apporté un de ces biscuits fourrés au chocolat qui sont vendus à tout petit prix. Et nous leur avons lancé un défi. Reproduire le même biscuit à un prix tout aussi réduit. Ils ont accepté. J'ai eu l'occasion de faire à plusieurs reprises, que c'était pour des marques distributeurs ou même à l'étranger. On peut savoir quelle marque de distributeur? Non. Non, c'est pas possible parce que c'est à chaque fois on signe des contrats un petit peu de confidentialité, donc on peut pas dire. C'est parti.
Et ça commence par le biscuit. A priori, Eric et Beau utilisent les mêmes ingrédients que tout le monde. De la farine et du sucre. Mais ils remplacent le beurre par une matière grasse beaucoup moins chère. C'est de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol, c'est de l'huile en général, quoi. L'huile de colza a moins de goût, mais elle est 4 fois moins chère que le beurre. Voilà pour le biscuit. Et là où ils réalisent le plus d'économies, c'est sur la partie chocolatée. Donc la prochaine phase maintenant, c'est de faire le fourrage, c'est-à-dire faire la crème au goût chocolat. Pour ce fourrage qui a l'aspect d'une crème au chocolat, là encore, Eric ne va pas utiliser de beurre. En fait, vous avez du palme. De l'huile de palme sous forme solide. Il s'agit d'un ingrédient très bon marché. Que si vous prenez du beurre, le beurre est 6 fois plus cher, d'accord, que du palme, que de la graisse de palme. C'est 6 fois plus cher. Donc, voilà. Le palme coûte environ 70 centimes le kilo. Le beurre, 4,50 €. Mais il a aussi un autre avantage. Il y a un autre paramètre aussi qui est très important, c'est la conservation. L'avantage de la graisse de palme, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Donc c'est un produit qui est très très stable. L'inconvénient du beurre, c'est qu'il y a de l'eau. Donc si par exemple je vous fais une crème avec du beurre, déjà vous ne pourrez pas la mettre au soleil parce que le point de fusion est très très bas au niveau du beurre. Et deux, on risque d'avoir après par la suite des moisissures, des choses comme ça, si ce n'est pas consommé très rapidement. Mixé, le palme prend l'aspect d'une pommade qui va constituer la base du fourrage du gâteau. Si Eric avait utilisé du beurre, cette crème n'aurait pas pu se conserver plus de quelques jours. Mais avec le palme, pas de problème. Maintenant, il n'y a plus qu'à ajouter le chocolat. Et là encore, surprise. Là, je vais prendre de la poudre de cacao. Est-ce qu'on peut dire que c'est du chocolat? Non. Le chocolat, c'est un mélange de beurre, de cacao, de la masse de cacao. Et après, vous rajoutez du sucre et des choses comme ça. Là, dans ce type de crème, il n'y a pas de masse de cacao, il n'y a pas de beurre de cacao. Il y a essentiellement de la poudre de cacao. À la base, le chocolat, c'est donc du beurre de cacao associé à de la masse de cacao. La poudre n'intervient pas dans la composition du chocolat. Cette poudre va donner du goût à la préparation. On est dans les 3,5 et 4% de cacao. Et pour renforcer ce goût qu'aiment tant les enfants sans faire exploser la facture, les industriels rajoutent un dernier ingrédient. Un ingrédient extrêmement bon marché. Donc ça, c'est un arôme chocolat. Si je mettais beaucoup de poudre de cacao, j'aurais un très bon goût. Mais le problème, je ferais monter le coût. Un des moyens de pouvoir en mettre moins, entre guillemets, et de rester à un prix abordable, c'est de mettre de l'arôme. Cet arôme est un produit de synthèse. Il a un goût puissant, mais il n'y a pas de chocolat dedans. Et ça peut se voir d'ailleurs sur les paquets. Il est écrit « chocolat » en gros, mais le mot « goût » est à côté, en petites lettres. C'est une mention imposée par la législation. Si vous regardez sur les paquets en général, il ne va pas y avoir de carré de chocolat. Pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas du chocolat. Voilà comment les industriels arrivent à écraser le prix des paquets de biscuits jusqu'à moins d'1 €. Et forcément, pour le consommateur, pas simple de s'y retrouver. Derrière des prix qui vont du simple au triple, se cachent des biscuits aux ingrédients parfois surprenants. Les étiquettes sont longues et compliquées. Il faut être un spécialiste pour déchiffrer les appellations. Il y en a une en particulier qui revient très souvent sur les paquets de biscuits. On la retrouve aussi bien dans les best-sellers que dans les marques distributeurs. Son nom, le sirop de glucose-fructose. Un ingrédient a priori inoffensif, mais qui cache une réalité très peu connue des consommateurs. Nous avons fait quelques recherches et nous avons découvert que le sirop de glucose-fructose est une sorte de sucre. Un sucre de plus en plus utilisé, en particulier dans les biscuits. Sur les sites spécialisés, le sirop de glucose-fructose est présenté comme un ingrédient miracle, paré de 1000 vertus. Il donnerait du moelleux au produit, serait antidesséchant et antimicrobien. Son succès est tel auprès des fabricants qu'aujourd'hui environ 30% des biscuits en contiendraient. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce glucose-fructose semble être un sujet tabou.
Nous avons contacté l'ensemble des industriels en France, comme partout en Europe. Nous ne pourrons pas répondre favorablement à votre demande. Notre société a choisi de ne pas participer à votre documentaire. Aucune société n'a souhaité nous accueillir. Alors, pour rencontrer des professionnels du secteur et en savoir plus, nous avons dû utiliser une caméra discrète. Nous nous sommes fait passer pour les gérants d'une start-up qui souhaiterait se lancer dans le biscuit. Et cette fois, nous avons décroché facilement un rendez-vous chez un grossiste en sirop de glucose-fructose. Bonjour. Bonjour monsieur, Olivier. Bonjour, Caroline. Le commercial nous reçoit. Pour lui, sans aucun doute, le gros avantage du glucose-fructose, c'est un goût extrêmement intense. Le pouvoir sucrant, en fait, le sucre saccharose, en fait, si vous prenez une base pouvoir sucrant 1, vous prenez du fructose, ça a un pouvoir sucrant 20% supérieur. 20% de pouvoir sucrant en plus par rapport au sucre normal. Résultat, on en met moins. C'est plus économique. Et ce n'est pas tout. Le glucose-fructose provoquerait une sensation extraordinaire dans la bouche du consommateur. Démonstration, graphique à l'appui. Quand vous mangez du sucre, en gros, ça fait ça. Quelque chose d'assez rond qui monte progressivement, vous atteignez un pic, après ça descend. C'est ce qu'on a en bouche là. Ouais, avec ça c'est le temps et ça c'est le sucre. Le sucré. Sur le fructose, en fait, on a quelque chose qui est plus comme ça, qu'avec un écart, qui est 20%. Sur l'autre, En clair, à la dégustation, le sirop de glucose-fructose provoquerait une sorte de décharge sucrée, synonyme de plaisir. Mais le commercial nous met tout de même en garde. le fructose a une très mauvaise image aux US. Pour le consommateur américain, ça a été identifié comme des sucres cachés. Il y a des grosses campagnes d'un peu de dénigrement du fructose aux US. Parce que globalement, par rapport au problème d'obésité aux US principalement, tous les sucres cachés sont dans le collimateur. Et c'est pas mauvais pour la santé? Non, c'est pas mauvais pour la santé, mais c'est une mauvaise image. Le sirop de glucose-fructose, le voici. Il est fabriqué à partir d'amidon de maïs. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, le produit est régulièrement montré du doigt par les médias ou les sites internet sur la santé. Les soupçons sont lourds. Les dangers du sirop de fructose. Les 5 raisons pour lesquelles le sirop de fructose peut vous tuer. Le fructose favoriserait notamment la prise de poids, l'obésité et augmenterait le risque de diabète. Et ce n'est pas tout. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi, lorsque vous ouvrez certains paquets de gâteaux, il vous est presque impossible de vous arrêter? Cette envie irrésistible de prendre 1, 2 et toute la boîte de gâteaux. Parfois même au départ, vous n'aviez pas particulièrement faim. Eh bien, on a peut-être découvert l'une des explications. Un ancien de l'agroalimentaire a accepté de nous parler sous couvert d'anonymat. Et d'après lui, le sirop de glucose-fructose aurait une particularité assez inattendue. Dans une entreprise agroalimentaire, vous avez en général un département très technique qu'on appelle la R&D, recherche et développement. Donc moi, ma R&D m'a dit, quand on consomme beaucoup de fructose, on perçoit beaucoup moins l'effet de satiété. C'est connu dans l'agroalimentaire que le sirop de fructose a tendance à moins bien rassasier que le glucose classique. D'après cet industriel, le sirop de glucose-fructose ne satisfait pas la faim. Il nous ferait manger plus. Il nous pousserait au grignotage. Alors qu'en est-il exactement? Pour en avoir le cœur net, nous avons sollicité de vrais spécialistes. Et ce qu'ils nous ont montré est un peu inquiétant. Nous sommes à Bordeaux. Ce bâtiment, c'est le centre de recherche NutriNeuro. Il dépend notamment du ministère de l'Agriculture. Ici, les chercheurs étudient l'impact de la nutrition sur notre cerveau. Xavier Foran-Monti travaille actuellement sur les effets du sirop de glucose et de fructose sur les rongeurs. Donc là, je place la tranche de cerveau pour pouvoir étudier la sensibilité de neurones au glucose, au fructose ou à d'autres nutriments ou hormones. À ce stade, rien n'a encore été prouvé. Mais ces travaux font suite à la publication d'une étude de l'Université de Baltimore. Les scientifiques américains ont injecté dans le cerveau d'un rongeur du glucose, puis du fructose. Et là, surprise. Après l'injection de fructose, ce qu'ils ont pu montrer dans cette étude, c'est que le cerveau, finalement, penserait qu'on serait en condition de déficit énergétique. Déficit énergétique,
alors que l'on vient d'apporter au cerveau de l'énergie. Du coup, l'animal a même changé son comportement alimentaire. Après l'injection de fructose, là, ça stimulait la prise alimentaire des animaux. Les animaux avaient plus faim. Ils avaient plus faim. Donc c'est ce dont ils se sont rendus compte dans cette étude, c'est qu'en réponse à l'injection de fructose, il y aurait une augmentation de la prise alimentaire, donc une diminution de la satiété. Mais d'autres études sont sorties, réalisées cette fois sur des hommes et non sur des rats. Comme par exemple cette étude de l'université américaine de Yale. Et les résultats sont les mêmes. Le sirop de fructose-glucose induirait un effet de non-satiété. D'ailleurs, en France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire déconseille de consommer à forte dose des produits à base de glucose-fructose. Aujourd'hui, la communauté scientifique est partagée et nombreux pensent que les travaux doivent continuer afin de prouver ces accusations. Nous avons contacté les marques qui utilisent du glucose-fructose pour connaître leur position sur ce produit. À ce jour, aucune d'entre elles ne nous a répondu. Sirop de fructose, huile de palme, faux chocolat, la plupart des biscuits que nous consommons sont truffés d'additifs. L'objectif de départ des industriels est souvent compréhensible, rallonger la durée de vie des produits et surtout réduire les prix. Mais aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs deviennent très attentifs aux étiquettes et recherchent des aliments plus sains, moins industriels, plus proches du fait maison. Et ça, certaines marques l'ont bien compris. Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Ce soir-là, plus de 150 invités attendent sous la pluie pour rentrer dans une soirée un peu spéciale. Le public est accueilli par une vingtaine de salariés surexcités. Pourtant, ces deux jeunes femmes n'attendent pas pour entrer dans une soirée branchée, mais pour pénétrer dans les locaux d'une biscuiterie. Celle de la marque Michel et Augustin. Une fois par mois, l'entreprise ouvre ses portes pour une soirée dégustation. Chaque consommateur est invité à se gaver de petits gâteaux et c'est totalement gratuit. Sauf qu'en fait, la marque a une idée derrière la tête. Ils sont trop bons les gâteaux. Sur les 150 participants, une douzaine de personnes va se voir proposer de passer quelques minutes dans une salle à part. À l'écart de la soirée, dans cette petite pièce, ils vont goûter un nouveau produit, un biscuit qui n'est pas encore dans le commerce. Je vais vous laisser vous présenter aussi, qu'on sache tous qui est qui. Alors bonjour Pauline, 25 ans, je suis responsable développement RH chez André. Donc je connais bien Michel et Augustin, puis j'adore vos produits. Leurs opinions peuvent avoir droit de vie ou de mort sur la future recette. Ce soir, Delphine, la responsable des projets de la marque, leur présente sa dernière création. Voilà, alors c'est des petits échantillons maison pour vous donner une idée en fait du concept. On travaille sur un petit carré plutôt en format bouché. C'est un biscuit coiffé d'un gros morceau de chocolat. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Voilà, justement, le côté avec plein de chocolat au-dessus, ça me donne envie de croquer dedans et d'avoir tout le chocolat dans la bouche d'un coup. Mais parce que j'adore le chocolat et que j'aime bien avoir des gros morceaux de chocolat dans la bouche. Cette biscuiterie est connue pour offrir des recettes généreuses. Alors comme les clients peuvent donner leur avis, ils en demandent encore plus. Ouais, ça mériterait un petit peu plus de chocolat, en tout cas plus de force de chocolat, je pense. Ils sont unanimes, tous veulent beaucoup de chocolat. Ça fait pas trop, ça fait pas Michel. Ces opinions sont recueilles par Elisabeth, l'assistante de Delphine. Nous, parfois, on voit plus les choses parce qu'on est trop dedans. Donc on a besoin de gens qui nous donnent leur avis et c'est primordial, nous, pour le développement des produits. À la fin de la dégustation, les cobayes remplissent également un questionnaire. Et c'est bien là l'objectif de la marque. En attirant les consommateurs avec des dégustations gratuites, elle peut recueillir de précieuses informations sur leur goût et leurs préférences. Une étude de marché qui ne coûte rien aux biscuitiers. On est une petite entreprise, donc on ne peut pas faire plein de panels dans tous les sens. Des études marketing, on en fait un petit peu, voilà. Donc on fait aussi par nos propres moyens.
Et c'est pour ça qu'on profite des portes ouvertes pour... voilà. Donc je veux pas vous retenir plus que ça, parce que je sais qu'il y a plein de choses... Oui, oui, bien sûr. Si Delphine avait dû financer un panel organisé par une société extérieure, elle aurait dépensé plus de 1 000 €. Michel et Augustin, c'est une marque ovni dans le monde du biscuit. Depuis 13 ans, l'entreprise revisite les grands classiques en proposant des recettes gourmandes, comme le cookie au cœur fondant ou des petits carrés nappés d'une ganache au chocolat. La marque connaît une croissance fulgurante, entre 20 et 30% chaque année. Pourtant, ces biscuits sont beaucoup plus chers que ceux des concurrents, autour de 20 € du kilo. C'est plus du double des autres marques. Et parfois, ça peut monter encore plus haut. Ces cookies, par exemple, sont à 28 € le kilo. Alors, quel est le secret de cette marque pour nous pousser à dépenser plus? Et à ce prix-là, a-t-on réellement de meilleurs biscuits? Tout a démarré en 2004. On se connaît, non? Moi, c'est Michel. Moi, c'est Augustin. À l'époque, Michel et Augustin, ce sont deux jeunes cadres ordinaires qui ne s'épanouissent pas vraiment dans leur travail. Du jour au lendemain, ils décident de tout lâcher pour se lancer dans le biscuit. Sauf que Michel et Augustin n'ont ni argent, ni matériel. Alors pour tenter cette nouvelle aventure, ils vont solliciter l'aide d'un commerçant de quartier, un boulanger parisien réputé. Arnaud. Bonjour Michel, ça va? Merci de me recevoir. C'est au sous-sol que tout a démarré. Voilà, rien n'a changé. Non, ça n'a pas beaucoup changé. Dans mon souvenir, le four était juste là. C'est ça? Ouais, Les deux jeunes entrepreneurs savent que le boulanger n'utilise pas son laboratoire le mardi. Plutôt culottés, ils vont lui demander de leur prêter gracieusement. C'est quand même intéressant que des gens qui pouvaient vivre une vie tout à fait normale de cadre se disent bon, on arrête tout, on va avoir une histoire étonnante, passionnante, on va aller à la recherche du gâteau parfait. Et on rendait les clés le mardi soir avec un fournil propre. C'est ici qu'ils vont adopter leurs principes fondateurs. L'idée, c'était de se dire, fabriquons des produits comme vous les faites chez vous. Alors, avec les mêmes ingrédients, donc du bon beurre, de la bonne farine, du bon sucre, des œufs. Ils refusent les ingrédients qui ne se trouvent pas dans nos placards et qui ressemblent plus à des éléments chimiques que de cuisine. En lisant la liste d'ingrédients sur un paquet de produits, c'est pourquoi c'est si compliqué, pourquoi il faut autant d'ingrédients pour faire un truc qu'on fait chez soi avec du beurre, de la farine, du sucre et des œufs. Et donc l'aspiration qu'on avait, c'était véritablement de dire, lançons sur le marché des produits dans lesquels il n'y a que ça comme ingrédient. Michel refait la recette d'il y a 12 ans. Voici leur premier biscuit, un sablé. À l'époque, il leur faudra 400 essais avant de lancer leur production. Donc on est prêt à enfourner tout ça. On arrivait le mardi matin, on terminait le mardi soir et on faisait 200 sachets. Donc ça fait peut-être 2000 biscuits dans la journée. La recette est à leur goût, mais ils vont avoir un énorme problème. Ils se rendent compte que fabriquer des biscuits avec du bon beurre, des ingrédients frais et sans additifs, c'est très cher. Leurs gâteaux sont des gâteaux de luxe. Le truc ne pouvait pas être rentable. On fabriquait très peu de sablés par jour, ça nous prenait un temps fou. Non, c'était pas rentable. Alors pour nous faire accepter des prix bien plus élevés que les autres marques de biscuits, Michel et Augustin vont se montrer particulièrement ingénieux. Ils vont littéralement révolutionner la façon de vendre des biscuits. Et ça commence en magasin. Une fois de plus, ils vont solliciter l'aide d'un commerçant du quartier. À quelques encablures de la boulangerie, voici la petite épicerie de Salah. Voilà, c'est des gâteaux comme ça qu'il faut prendre. Voilà, ça c'est super bon. Aujourd'hui encore, Salah est leur meilleur VRP. Il y a 12 ans, les deux jeunes biscuitiers habitaient juste au-dessus du magasin. Un soir, ils proposent à Salah de vendre leurs recettes, mais pas question pour eux d'être noyés au rayon biscuits. Avec leur prix élevé, ils seraient écrasés par la concurrence. Alors ils choisissent un autre emplacement. Ça, c'est la corbeille qu'ils ont commencé de vendre des gâteaux. C'est Michel qui a eu l'idée de poser à la caisse. Tous les trois comprennent qu'il y a un bon coup à jouer à cet endroit de vente stratégique. Parce que c'est la point de vente, c'est là que les clients y passent, hein. Ils le voient. Hein. Tout ce qu'on met sur à côté de la caisse, ça marche toujours. Hein. Et assez rapidement, ça a marché leur produit? Ça a marché, oui. Les gens, c'était 18h45, ils ont passé ici. À 20h, on a tout
On a déjà vendu. Voilà. Le lendemain, j'ai commandé encore d'autres pour qu'ils les ramènent. C'est ainsi que serait né le concept « Vendre les biscuits à la caisse ». Des paquets tout petits comme cela, avec seulement quelques biscuits à l'intérieur. Ça permet d'afficher des étiquettes raisonnables et de provoquer l'impulsion d'achat, comme on achèterait des bonbons. Aucun acteur du secteur n'y avait pensé. Aujourd'hui encore, 30% de leurs ventes passent par cet emplacement près des caisses. Et Michel et Augustin vont avoir une autre idée. Pour se faire connaître sur un marché déjà très encombré, ils vont imaginer une communication différente. Des petits films comme celui-là, réalisés avec très peu de budget, mais avec des idées chocs. Comme lorsqu'ils ont vendu leurs gâteaux nus et en peau de vache sur les trottoirs parisiens. Du bon beurre, de l'excellente farine et des gros morceaux, des très gros morceaux de chocolat. Des coups de com' qui ont frappé les esprits. Aujourd'hui, les produits Michel et Augustin ont fait le tour de la planète. Monsieur. And here it is. Hello. Michel and Augustin are here to promote their own products. Wow. En 2016, ils ont atteint un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Pourtant, derrière cette réussite et une communication très maîtrisée, il y aurait des points à améliorer. Nous avons voulu visiter les usines où l'on fabrique les biscuits Michel et Augustin. Cela nous a été refusé. Nous voulions savoir si leur promesse de faire des biscuits qu'avec des ingrédients que l'on trouve dans nos placards est bien tenue. Nous avons dû scruter les étiquettes. Pour la majorité de la gamme, la règle est respectée. Mais pour certains produits, ce n'est pas le cas. Dans ce cookie, ils utilisent un émulsifiant. Et là, dans les petits carrés, on trouve de l'huile de palme. Au départ, ces ingrédients industriels, Michel et Augustin annonçaient pourtant vouloir les éviter à tout prix. Sur une gamme d'une centaine de produits, on a un produit dans lequel il y a de l'huile de palme. Oui. Le sujet pour nous est assez simple, au sens de dire, quand vous cuisinez chez vous, il n'y a pas d'huile de palme. Et donc c'est là où on se dit, on est véritablement en travail. C'est-à-dire que, année après année, on essaie d'avancer, de s'améliorer sur la qualité des produits. Mais est-ce qu'on se dit que tout est parfait aujourd'hui? Non, tout n'est pas parfait. Mais tout est en chemin pour être parfait. Pas si simple de faire des produits bons et naturels. Pourtant, Michel et Augustin voient grand. Leur ambition, conquérir la planète entière.